Bonsoir chez vous, bienvenue chez nous. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui une fois de plus à votre émission Rendez-vous politique. On est fiers, contents, excités à l'idée de vous retrouver. C'est toujours un plaisir de vous apporter cette émission jusque chez vous parce que l'objectif, vous le savez déjà, c'est de vous aider à avoir le maximum d'informations sur le rôle que vous avez à jouer, comment vous pouvez influencer ce qui se fait dans la communauté avec votre bulletin de vote. On essaie tout au moins de vous donner les informations sur la politique municipale, la politique au niveau provincial, au niveau fédéral, parce que c'est important. Comme on aime le dire, avec un bulletin de vote, vous pouvez changer beaucoup de choses. Et on le dit tout le temps, chaque bulletin compte. Donc il vous faut vous impliquer. On n'est pas là seulement pour travailler, avoir une maison, une voiture et puis dormir, aller en vacances. On est là aussi pour participer et faire bouger la communauté. Donc on est content de vous retrouver. Mon nom c'est Jackson Germain, vous le savez. Je suis avec Sherline et c'est toujours un plaisir Jackson. Pour moi de partager le micro avec Sherline. Sherline, bonsoir, c'est un plaisir et j'espère que tu as passé une bonne semaine. Bonsoir Jackson, merci. Oui, j'ai passé une très bonne fin de semaine. Aujourd'hui, on est lundi, on n'est jamais content le lundi, mais ça va. Bonjour, chers auditeurs, chers téléspectateurs merci de nous recueillir, de nous recevoir chez vous dans votre salon. Aujourd'hui, Jackson, on reçoit une institution. Excellent. C'est une institution et on est content. Oui. Parce que comme on aime le dire, l'objectif, c'est aussi de vous faire connaissance aux acteurs de la politique. Oui, absolument. À ceux qui décident pour nous autres. Parce que c'est important de les identifier. C'est important d'aller à la recherche des projets. Qu'est-ce qu'on vous propose? Oui. Parce que on ne doit pas voter pour voter. On doit voter des projets. On doit voter pour avoir une incidence positive sur vos enfants, sur nos aînés, sur nous-mêmes, sur notre sécurité, sur le vivre ensemble. Donc c'est important justement de recevoir aujourd'hui le parti Ensemble Montréal. Oui. On est très content de les recevoir dans notre studio et avec eux autres, on va voir c'est quoi, qu'est-ce qu'ils portent dans leur sac, qu'est-ce qu'ils portent comme projet, quelles valeurs ils vont défendre. On va voir justement avec eux autres pourquoi un parti politique en plus, pourquoi évidemment ce parti Ensemble Montréal. Donc, de toute façon, c'est ça qu'on va essayer de voir à travers cette émission. Eh bien, Sherline, je crois qu'on reçoit le directeur du parti aujourd'hui. Monsieur Aref Salem. Bonjour, Monsieur Salem. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous pour l'invitation. Bonjour, Monsieur Carmine Policier. Merci d'avoir accepté notre invitation. Puis on est fiers de vous accueillir ici dans Hochelaga Maisonneuve, dans le district Tétroville. Alors, on va passer un bon moment. On va discuter d'enjeux, des enjeux que moi, en tant que Montréalaise, je me sens interpellée, comme tels que la crise du logement, la sécurité, la saleté. On va parler de toutes sortes de choses. On va le vivre ensemble. Voilà, la Jackson. Mobilité. Oui, voilà, Jackson. Autant de points qu'on va essayer de voir. Puis, moi, si tu me permets, Jackson, moi, je vais aller avec une première question pour vous, monsieur Salem. Vous avez eu votre premier congrès le 1er juin 2024. Vous avez élu un président. Donc, là, ça devient un parti de militants. C'est plus une bannière politique. Je veux savoir, qu'est-ce que ça vous dit, vous, d'être chef intérimaire d'un parti qui est sous votre leadership, a adopté une constitution puis qui a tenu un premier congrès dans l'histoire du parti? En fait, c'est ça, si je retourne peut-être avant le 1er juin, je serai seul ici. Aujourd'hui, je suis accompagné par Carmine, justement parce qu'on a voté une constitution au niveau du parti. Ce qui était important pour moi, dès le jour 1 où j'ai pris les rênes de ce parti, c'est de le transformer en parti durable. Et pour le faire, pour moi, c'était inconcevable de continuer avec les élus à décider de l'avenir du parti. Oui. Il fallait redonner ce parti à ses militants et il fallait créer aussi des débats d'idées. Oui. L'idée en arrière d'avoir une constitution, c'est avoir des militants, c'est avoir des idées, c'est avancer avec la communauté et les communautés de Montréal. Parce qu'on sait, Montréal, elle n'est pas une seule communauté, il y a plusieurs communautés qui font Montréal. Et ce qui était très important, c'est vraiment cette constitution, ces militants. Et d'ailleurs, si on est aujourd'hui ici, c'est justement pour inviter les gens à adhérer à Ensemble Montréal. Oui. Parce qu'avec cette adhésion, on peut faire un changement. Le premier changement qui va y arriver, c'est au niveau du course au leadership, qui s'en vient en principe bientôt.
Et le deuxième changement qui va arriver, c'est en 2025. Oui. Donc, ça prenait une mobilisation. C'est exactement ce qu'on a fait le 1er juin. Évidemment, en 2025, ce sera les élections. Ensemble Montréal sera présent à quel niveau au niveau des élections? Ensemble Montréal, elle va avoir 103 candidats partout dans tous les districts. Ensemble Montréal, elle aura un candidat à la mairie aussi, un ou une candidate à la mairie, dépendamment de la personne qui va se présenter. Et ce qui est important pour nous, c'est encore une fois, c'est de donner le vote aux militants. Donc, les gens qui veulent un changement à la ville de Montréal, c'est le moment de faire adhésion à Ensemble Montréal. Et c'est le moment de planifier ce changement-là. On va comme je vous ai dit, la course au leadership, c'est les militants qui vont décider du futur chef ou de la future chef. Et c'est la population de Montréal qui décidera de celui qui va être le maire ou mairesse. Pour nous, je pense, le vent de changement est là. On le sent sur le terrain. Je suis très présent sur le terrain et pour ce qui est du changement, je pense on le vit au quotidien actuellement. C'est ça. Absolument. Donc, on peut dire, Charline, il y a une renaissance du parti Ensemble Montréal. Parce que présentement, vous avez un président au niveau du parti. C'est Monsieur Politi qui est là. Donc, Monsieur Politi, une question assez large. Assez large. C'est quoi la vision du parti Ensemble Montréal pour le mégapole, si on peut le dire, pour Montréal, justement? Selon moi, c'est de redonner Montréal à ses citoyens. Donc, moi, personnellement, je ne reconnais plus Montréal. Et puis, c'est mon rôle de mettre en place une structure de militants pour être les yeux, les oreilles, le porte-parole dans les différents arrondissements, amener des groupes d'action locale et puis inciter aux citoyens de s'impliquer parce que c'est important pour eux de donner leur opinion sur ce qui se passe dans leur district, dans leur arrondissement. Et puis, c'est vraiment les militants qui peuvent apporter ces changements-là auprès du parti pour qu'on soit une communauté plus inclusive. Oui, absolument. Oui, c'est le mot inclusion. C'est là que je voulais venir parce que votre idéologie, c'est une ville prospère, une ville inclusive. Puis, moi, je vais rentrer directement, Jackson, je ne sais pas si tu me permets, avec c'est pas un enjeu, mais c'est un événement. On sait que la Formule 1, c'est le plus grand événement de l'année. Puis, on sait ce qui s'est passé cette année avec l'histoire des terrasses, de la fermeture des terrasses. Et on avait cette perception que l'administration prenait du temps pour réagir. Puis je voulais savoir, vous, Monsieur Salem, en tant que chef intérimaire de l'opposition officielle, est-ce que Ensemble Montréal agirait de façon différente par rapport à Projet Montréal? Quelle est votre vision par rapport à ça? Parce que nous, on se demande, est-ce qu'on va perdre la Formule 1 à Montréal? Vous savez, la Formule 1, c'est un événement qui est vraiment... C'est la Formule 1 du Canada. Oui. Puis donc, on est la seule ville au Canada que nous avons une Formule 1. Et il y a énormément de villes qui souhaiteraient avoir la Formule 1, pas juste au Canada, mais partout dans le monde. Donc, on est chanceux d'avoir cette Formule 1, mais il n'y a eu que des problèmes avec cette Formule 1. Oui, la mairesse, c'est pas une perception que la mairesse, elle a attendu. La mairesse, elle a attendu. Et moi, ce que je peux vous dire, le 9 avril dernier, j'ai été visiter les commerçants sur la rue Peel. Puis ils m'ont parlé de la propreté. Ils m'ont dit qu'eux-mêmes, ils sont en train de nettoyer la rue tous les jours parce que la ville ne vient pas nettoyer la rue là-bas. Et ils m'ont dit aussi qu'ils ont déjà présenté une demande pour avoir des chapiteaux et la ville, elle avait refusé le 9 avril. Donc aujourd'hui, la ville, elle a trouvé une solution après le problème, après la sortie de Mme Ferreira, de Sandra. Elle a trouvé une solution. Pourquoi elle n'a pas trouvé la solution avant de créer le problème? Et c'est ça où on parle d'un certain humanisme. Il faut sentir avec les personnes qui sont là. Il faut sentir avec nos commerçants. Après tout, c'est eux qui payent nos salaires. C'est eux qui payent pour les salaires des pompiers qui étaient là-bas et qui ont fermé la place. Donc, il faut s'y prendre en amont. Il faut regarder comme il faut, puis il faut rester humain dans les décisions. Le gros bon sens, il faut qu'on agisse avec un gros bon sens au niveau des solutions trouvées.
Malheureusement, ce n'est pas une perception que vous aviez, c'est vraiment, il y avait un problème. Ça, c'est les terrasses. Mais il y avait des problèmes aussi où on a demandé aux gens de retourner chez eux parce qu'il n'y avait pas, la course n'était pas là. Donc, puis Carmine, il était présent sur place, donc il a vécu ces choses-là. Puis quand on a des cumuls de problèmes, ça, c'est parce que le leader de cette ville ou la leader de cette ville n'a pas les mains sur le volant. Oui. La leader de cette ville, elle ne se donne pas vraiment à sa ville comme il faut. Puis malheureusement, c'est du rattrapage qu'on est en train de faire, des problèmes par-dessus des problèmes, par-dessus des problèmes. Oui. Personnellement, j'ai été témoin de toute la fin de semaine au Grand Prix. Je suis un amateur de Grand Prix. Ça fait depuis 1999 que je participe au Grand Prix de Montréal. J'ai eu l'opportunité d'aller ailleurs aussi dans le monde, en Italie et à Monaco, voir les Grands Prix là-bas. Malheureusement, j'étais gêné. J'étais gêné sur ce qui se passait sur les lieux. On ne peut pas contrôler la température, il pleuvait, mais à un moment donné, on peut mettre des éléments en place pour assurer un peu de propreté, faciliter l'accès aux lieux. Il y avait beaucoup de gens de l'extérieur parmi nous et puis ont exprimé leur mécontentement sur... C'est la première fois que ça a été aussi catastrophique. Mettons que j'ai déjà vécu des situations semblables, mais cette fois-ci, c'était pire. C'était pire. Honnêtement, c'était à un autre niveau, malheureusement. Et puis, je pense qu'il y a des choses à faire. Il y a moyen de communiquer ensemble avec les différents services de la ville pour assurer un événement qui se passe correctement. Excellent. Alors, on va allez-y. Non, mais c'est juste, j'aimerais aussi ajouter, par exemple, les paddocks. On a investi une 60aine de millions de dollars pour avoir des paddocks neufs. Puis là, après un autre investissement de 6 millions, je pense, en 2019, là, aujourd'hui, on est encore avec de l'eau qui coule dans les paddocks. Donc, à un moment donné, on se dit, bon, qui est en train de travailler? Qui a le cœur à la bonne place? Est-ce que vraiment on a le cœur à la bonne place? Puis est-ce qu'on prend vraiment au sérieux cet événement de Formule 1 à la ville de Montréal? C'est vrai. Alors, congrès le 1er juin, comme je le dis, c'est comme un renouveau pour le Parti Ensemble Montréal. Et là, vous êtes censé en campagne de charme pour essayer d'avoir le maximum de militants, justement. Et là, vous êtes en situation de proposer quelque chose de nouveau aux habitants de Montréal. Pourquoi moi, comme citoyen, simple citoyen lambda, je dois, si vous voulez, adhérer au Parti Ensemble Montréal? C'est quoi? En termes de valeur, qu'est-ce qu'un citoyen lambda il peut dire, voilà, j'adhère à Ensemble Montréal parce que je veux ci et ça? C'est quoi? Qu'est-ce que vous dites à un citoyen lambda? Vous savez, un parti politique n'est pas fait de murs et de pierres. C'est fait avec des humains. Et surtout, ces humains, ils ont des idées. Il faut adhérer à un parti politique pour les valeurs de ce parti politique. Puis les valeurs du parti politique, nous-mêmes, des humains qui ont décidé des valeurs du parti politique. Donc, toute personne militante aujourd'hui qui a une idée, qui veut changer l'environnement à la ville de Montréal, qui veut changer vraiment la qualité d'air, qui veut améliorer la mobilité, qui veut avoir un REM de l'Est, qui veut avoir un plus dans cette ville, et il a une vision, il a sa place dans ce parti. On peut venir, on peut débattre, on peut amener des nouvelles idées, et ensemble, on peut mettre ces idées de l'avant pour la prochaine campagne électorale. Donc, c'est ce plus que les gens doivent faire. On ne peut pas juste rester chez nous et dire, bon, il y a des gens qui sont en train de décider, puis moi, je ne crois pas, et tout. En bout de ligne, nous sommes dans un système démocratique. Ça prend des gens qui vont être dans des positions et il faut absolument que chaque personne à la ville de Montréal contribue à ce changement. Je ne peux pas rester chez moi juste
En espérant. En étant un bougonneux chez moi, sans agir. Donc, c'est une forme d'action qu'il faut faire. Et puis, pour aider à réaliser cette stratégie ou cette vision, c'est ma responsabilité, c'est de monter une structure de militantisme, créer des groupes d'action locale qui vont représenter chaque arrondissement. Idéalement, j'aimerais éventuellement que chaque arrondissement ait une personne responsable pour ce groupe d'action et puis avoir des représentants et représentantes qui parviennent de différents districts à l'intérieur de cet arrondissement-là pour donner leur perspective sur les enjeux qui leur préoccupent. Vous savez, dans un arrondissement, c'est quand même assez large, comme nous sommes ici dans Charles-Maisonneuve. Donc, il peut y avoir des éléments dans l'est extrême de l'arrondissement qui n'affectent pas les gens dans la région ouest de l'arrondissement. Donc, il faut avoir une représentation locale. C'est comme une politique de proximité. Exactement. Et puis aussi, nous sommes en train de créer une commission politique. Okay? Et puis, éventuellement, nous allons avoir des représentants et représentantes de chaque arrondissement qui vont être membres de la commission politique d'Ensemble Montréal pour justement apporter des idées, débattre des idées et puis arriver avec des résolutions que nous allons présenter à des congrès de membres pour que tous les membres d'Ensemble Montréal peuvent voter sur ces résolutions-là qu'on va déposer après ça auprès du parti pour qu'on puisse aller de l'avant une étape plus loin encore pour réaliser ces idées-là. Wow, c'est très intéressant parce que moi, j'avais participé au congrès. Puis, je peux dire qu'il y a beaucoup d'avenir pour le parti Ensemble Montréal. Maintenant, c'est aux mains des militants. Puis, maintenant, c'est aux militants de décider où est-ce qu'on veut aller avec le parti. On a parlé de la question de la pauvreté à Montréal. C'est un enjeu parce qu'en 2023, Jackson, à Montréal, il y a eu 15 727 signalements concernant le dépôt illégal de déchets sur la voie publique, comme les grandes artères Louis-Saint-Denis, les abords de l'autoroute 40. On voit des gens qui filment, qui envoient des photos des Montréalais qui sont exaspérés de dire des Montréalais qui ont mal de leur ville. On peut dire ça comme ça. Pensez-vous que Montréal est une ville présentement en agonie? Il l'a dit déjà, Carmine, tantôt. On a mal à notre ville. On ne reconnaît plus la ville que nous avons. Que ce soit les banques alimentaires. Vous avez parlé de pauvreté. On a une augmentation. Il y a à peu près 10 à 12% de la population de Montréal. Aujourd'hui, elle dépend des banques alimentaires. Donc, oui, il y a une certaine pauvreté. Il y a un problème, une crise d'habitation qui existe à la ville. Cette crise d'habitation, justement, on va en parler tantôt, mais la crise d'habitation aussi, ça amène des gens dans la rue, qui crée une autre crise, qui est l'itinérance. Puis tout ce qu'on entend de la mairesse, que ce soit au niveau des permis dans l'habitation, elle n'est pas au rendez-vous. Quand on parle d'itinérance, c'est dans l'angle mort de la mairesse. Donc, on voit une prolifération un peu partout dans tous les quartiers. Et malheureusement, la ville n'est plus la ville qu'on connaissait, mais même pas une ville qu'on rêve d'y avoir. Juste vous donner un exemple. Quand les Montréalais ont eu la chance de quitter Montréal avec la COVID, il y a eu en une année 100 000 personnes qui ont quitté. L'année passée, 25 639 personnes qui ont quitté Montréal. Tout ça pourquoi? Parce qu'on n'a plus ce sens de fierté d'appartenir à cette ville. Puis il faut recréer ce sens de fierté. Il faut que les Montréalais soient fiers de leur ville. Quand j'ai immigré à Montréal, j'ai habité à Montréal et je n'ai jamais quitté Montréal. Parce que j'aime cette ville, j'adore cette ville, j'ai travaillé dans cette ville et je vais donner tout mon maximum à cette ville. Vous m'amenez à Longueuil ou à Laval, je peux me perdre dans les rues là-bas. À Montréal, c'est non. Je connais Montréal par cœur. Sur la question de la propriété comme telle, c'est la responsabilité de tout le monde. Hein. C'est une responsabilité de la société, donc il faut tous participer à la propriété. Par contre, la ville a un rôle à jouer dans ça, et puis c'est donner les outils à ses citoyens pour les encourager
Donc, les bacs qui sont fermés et pas des bacs ouverts où est-ce que avec le vent, les papiers se prennent la rue. Prennent la rue. Le compostage, on peut faire du compostage aussi et puis avoir des bacs fermés. Donc, il faut donner les outils aux citoyens et pas juste les responsabiliser sans ça. Chez vous, dans Hochelaga Maisonneuve, ici, on est en train d'introduire le compostage dans l'arrondissement. Oui. Par dogmatisme, Projet Montréal ne veulent pas offrir aux résidents des bacs de vidange. Mais on s'entend qu'un papier de chocolat, on ne peut pas l'envoyer ni au recyclage ni au compostage, il va aller au vidange. Les couches des enfants, on doit les envoyer au vidange. Donc imaginez, on a des sacs de vidange qui peuvent puer, qui peuvent être mises à l'extérieur, ou des raccoons, des chiens, des chats, des écureuils qui peuvent passer puis déchirer le sac. Puis on devient comme une poubelle. Genre... justement, c'est ça que j'allais dire parce que je lisais un article. Puis je me disais, est-ce que c'était exagéré que le journaliste ait dit qu'on est tombé très bas jusqu'à dire qu'on est une cité poubelle? C'est comme, parfois je lisais ça puis j'étais un peu choquée parce que comme j'ai dit, moi j'aime Montréal, je me définis comme montréalaise puis je suis fière d'être montréalaise. Puis d'entendre dire que cité poubelle, puis... C'est parce que ces personnes-là, ils marchent sur la rue Sainte-Catherine puis ils voient que la rue Sainte-Catherine, par moment, elle est très sale. Puis les brigades de propreté, par exemple à la ville, ne fonctionnent pas 12 mois par année. Et ce n'est pas tous les arrondissements qui ont des brigades de propreté. Donc, les Montréalais vivent dans cette ville 12 mois par année, 365 jours par année, et ils ont le droit d'avoir des brigades de propreté pendant les 365 jours par année. Donc, on ne peut pas juste leur donner des brigades de propreté entre avril et octobre. Non, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Donc, ça, c'est une chose. Les poubelles, on a parlé des poubelles. Les poubelles dans les parcs. Nous, on a demandé à l'administration de faire des poubelles fermées parce que pour nous, c'est inconcevable d'avoir des poubelles ouvertes où on peut se ramasser avec des rats, par exemple, à l'intérieur. On l'a vu à l'hôtel de ville, à côté de l'hôtel de ville. Et il y a aussi... on a demandé que, dorénavant, mettez un programme puis qu'on change les poubelles avec des poubelles fermées. On n'a pas besoin de changer les milliers de poubelles en 2 jours, mais on met un programme en place, puis on prend le temps, petit à petit, pour avoir des poubelles fermées. Puis aussi un programme de sensibilisation aussi pour sensibiliser les citoyens à participer dans le projet de... Dans le temps, à la Ville de Montréal, on demandait, quand on faisait le grand nettoyage, on demandait aux citoyens d'embarquer dans les nettoyages de parcs, dans les nettoyages de quartiers. Il y a 2 ans, depuis 2 ans jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas si le programme encore existe, mais moi, je n'ai plus entendu parler. J'ai été invité par des organismes à venir les aider dans ces programmes-là. Ça fait 2 ans que je n'ai personne qui nous invite, donc je ne sais pas s'il est encore là ou non, mais s'il est encore là, on n'entend pas parler. Oui, on n'entend pas parler justement. Puis, lorsqu'on parle des parcs, Jackson, moi, j'ai été sur un parc à Rosemont en 2022. Puis ce qui dérange aussi, c'est les mégots de cigarettes. Il y avait tellement de mégots de cigarettes, puis des enfants qui jouaient. Puis j'étais comme, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne peut pas être fait concernant les mégots de cigarettes? Il y a quoi de chiens aussi? Oui, ça c'est un problème de citoyens aussi. Donc ça rentre de la sensibilisation. Puis le programme que inviter les citoyens à participer, à mobiliser au grand nettoyage, je pense que ça pourrait être un point très important pour la ville de Montréal. Je sais pas si c'est ça. Exactement. Bon, la propreté, c'est un vrai enjeu pour Montréal. Je pense que vous avez une solution ou la baguette magique pour faire changer les choses. Et c'est ça peut-être un point assez important lors des prochaines élections parce que, regarde, les gens qui aiment Montréal veulent vivre dans une ville propre, une ville où on est fier de circuler sans se faire...
marcher sur des tas d'immondices dans les rues. En tout cas, c'est ça la réalité. Je rappelle que vous suivez Rendez-vous politique. On est content de savoir que vous êtes toujours resté accroché à votre récepteur et vous continuez à partager, à liker, à commenter. On n'arrête jamais de vous remercier pour vos messages, vos gentils messages. Et je rappelle, aujourd'hui, on reçoit l'Ensemble Montréal, on reçoit le président du parti et aussi le chef intérimaire. Je parle de M. Aref et puis M. Polici. Donc avec eux autres, on est en train de voir les enjeux pour la ville de Montréal et aussi qu'est-ce qu'ils vont changer dans la réalité de la ville de Montréal. On a parlé du crise de logement. Ça, c'est une vraie problématique. Ça concerne vraiment tout le monde. Ouais. Les prix, ça monte. Ouais. Il n'y a pas assez de place pour tout le monde. Ça donne naissance à l'itinérance. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a cette capacité de pouvoir payer un 3,5 à $1,500 ou à $1,300, dépendamment de l'endroit. Ouais. Puis... Vous dites quoi par rapport à ça? C'est quoi la cause selon vous? Vous savez, ça prend des logements. Oui. Et les logements, ce n'est pas la ville qui peut les construire. Ouais. C'est des promoteurs qui doivent aller de l'avant avec la construction des logements. C'est ça. Ça prend des permis. Ouais. Donc, quand on a à Ville-Marie, par exemple, c'est l'arrondissement de la mairesse. On s'entend? C'est elle qui est la mairesse de l'arrondissement et de Montréal. Quand, dans son arrondissement même, on dépasse les 500 jours pour donner un permis, puis quand la mairesse sort pour nous dire « c'est inconcevable », je me demande d'aller où. C'est la question que je me pose. Elle était où pour ne pas savoir qu'il y a 516 jours d'attente dans son propre arrondissement. Ça veut dire que la mairesse s'en fout. Personnellement, à Saint-Laurent, on demande à nos services de nous donner chaque mois le nombre de permis qui est sorti. On peut savoir exactement c'est quoi le montant, combien de permis institutionnels, résidentiels, commerciaux, mais elle est où la mairesse? Pourquoi elle n'est pas... Elle est peut-être occupée. Mais occupée à faire quoi? Je sais pas. Elle est élue pour s'occuper des citoyens. Et c'est elle qui est la mairesse de cet arrondissement. Il faut qu'elle consacre au moins une journée par semaine à cet arrondissement pour qu'elle puisse savoir ce qui se passe chez elle. Donc là, actuellement, malheureusement, juste au niveau des permis, au niveau des promoteurs, on fait des chicanes avec des promoteurs dans le site de Montreal Children. Là, on s'est chicané avec le promoteur. Là, il y a une poursuite contre elle personnelle. On a perdu 200 logements sociaux qui sont là. C'est justement par une chicane et un entêtement entre elle et le promoteur. On n'est pas en train d'aider d'avoir des permis. Le règlement métropole mixte, ils ont tellement été fiers d'être fiers. Elle a promis 12 000 logements abordables. Il y a 0 logements abordables qui ont été créés depuis le règlement métropole mixte. Il y a un seul projet de logement social de 86 unités qui a été créé. Donc, si on voit le bilan qui est là, on sait que la mairesse n'est pas là. C'est catastrophique, effectivement. Puis on n'est pas en train d'aider les promoteurs, ni de raccourcir le temps pour les permis, ni les aider, les inciter à construire à Montréal. On met des bâtons dans les roues, puis des bâtons dans les roues, puis on leur demande, puis on est en train de voir ces mêmes promoteurs, sont en train d'aller à Longueuil, à Laval, à Mirabel, on est rendu à Saint-Eustache, un peu partout, sauf à Montréal. Sauf à Montréal, justement. Malheureusement. Mais comme vous avez dit, monsieur Salem, on est toujours dans le rattrapage. Là, elle a dit qu'elle va réduire à 120 jours les délais de délivrance de permis de construction d'ici 2025. Puis, un financement de 3 millions de dollars aux OBNL pour aider à mener leur projet de construction. Pensez-vous que moi j'ai dit, est-ce que c'est une solution magique ou juste est-ce que c'est un réflexe pompier? Oui, c'est ça, le fait de dépassement d'une administration qui n'a plus le contrôle de solutions à proposer. Ça, c'est un réflexe pompier. C'est effectivement un réflexe pompier parce que ça fait 7 ans qu'elle est là. On ne parle pas de 1 mois ou 2 mois ou 6 mois ou 1 an. Ça fait quand même 7 ans qu'elle est là. Puis dans 7 ans, on est en train de voir les résultats. Donc aujourd'hui, essayer de régler des problèmes à retardement. Je répète, la mairesse n'est pas présente pour les dossiers des citoyens. Puis on le voit, même au conseil municipal. C'est comme elle est déconnectée. Elle n'est
au conseil municipal, je ne sais pas si vous vous rappeliez, elle était en train de signer ses bandes dessinées. Donc, à un moment donné, il faut mettre le cœur à la bonne place, il faut penser aux citoyens, il faut avoir non pas juste de la sympathie, mais de l'empathie. Il faut se mettre dans la peau des citoyens pour comprendre qu'est-ce qu'ils veulent, c'est quoi leurs besoins et comment moi je peux amener ce besoin-là pour nos citoyens. C'est ça. Il y a aussi, il y a aussi non seulement la nouvelle construction, mais il y a aussi la rénovation. Combien d'immeubles appartiennent à la ville qui sont vides, qui peuvent être utilisés pour le logement social. Donc, il faut aussi regarder cet élément-là et pas uniquement la nouvelle construction. Oui, c'est bizarre. Mais en fait, Monsieur Politi, j'allais vous poser cette question, justement. Il y a cette tendance qui veut faire croire que la crise du logement, c'est lié à l'immigration, si vous voulez. Ces dernières années, il y a beaucoup de gens qui arrivent et ça a créé un boom au niveau de la population de Montréal. Est-ce que vous partagez l'idée que c'est effectivement ça la cause de cette crise du logement qu'on connaît tous? Je ne pense pas que c'est uniquement à cause de l'immigration. Comme Aref a mentionné, c'est aussi toute la machine en arrière qui n'a pas évolué avec le temps. Attendre plus d'un an pour avoir un permis de construction, ça aide aussi, ou c'est aussi donc un élément qui contribue à ce problème-là. Donc, je ne dirais pas que c'est uniquement à cause de l'immigration. Donc, il faut regarder les systèmes à l'intérieur que nous avons et puis voir comment est-ce qu'on peut les moderniser pour qu'on puisse être plus productif et effectif. Oui, absolument. Et que je crois qu'il y a beaucoup d'avenir de ce côté-là. Oui, absolument. C'est comme si revoir notre patrimoine puis voir comment on peut les transformer en logements sociaux au lieu de penser à construire puis qui va prendre du temps présentement, mais on sait Vous savez, moi, l'immigration, je vois ça comme un signe de succès. Je vois ça comme une opportunité. Donc, c'est une société qui est en croissance. J'allais justement vous poser cette question, immigration, menace ou opportunité, parce que souvent les gens, ils essaient d'associer tout à l'immigration, la montée de l'insécurité, la crise du logement, le français qui perd pied. Donc, ils essaient tout au moins de mettre tout sur le dos de l'immigration. Donc, malheureusement, parce que c'est un problème. Enfin, on est en train de jouer sur la division. On devrait être très loin de cette division. Nous sommes un parti qui rassemble. Nous sommes un parti qui bâtit des ponts entre les communautés. D'ailleurs, nous avons, sur les 37 élus que nous sommes, nous avons des élus issus de 20 communautés différentes. Donc, on représente la diversité au niveau de la ville. Puis, qu'on arrête de nous parler de division. Nous sommes un parti qui rassemble. Montréal et le Québec ont déjà été bâtis par l'immigration depuis 1642. Il y a juste des gens qui sont arrivés avant d'autres. Il y a des gens qui sont arrivés en bateau, il y en a d'autres qui sont arrivés en avion. Et tout le monde a contribué de faire de cette ville. Il faut le dire aussi. Il y a d'autres qui sont arrivés à pied. Ouais, mais il y a des effectivement. Ou même en vélo, je ne sais pas. C'est vrai. Mais Montréal, c'est une terre d'accueil. Le Québec est une terre d'accueil. Puis le peuple québécois, c'est un peuple super accueillant. Puis qu'on arrête de parler de la politique de division. Parce le vivre ensemble, c'est la marque fabrique de Montréal, de Québec ou du Canada dans l'ensemble. Donc, dès qu'on veut vivre, où on voit toutes les communautés ensemble, c'est venir ici. Ce qui est problématique, c'est qu'on est en train de faire peur avec l'immigration, alors que l'immigration, c'est une richesse. C'est une richesse dans la diversité, c'est une richesse parce qu'elle est en train de créer des ponts économiques entre ici et les pays d'origine. C'est une richesse parce qu'aujourd'hui, si on a 560 000 personnes qui travaillent ici, ce sont des gens
qui sont en train de contribuer à la communauté, qui sont en train de contribuer à l'économie du Québec. Puis on ne peut pas d'un jour au lendemain les mettre à la porte. Je me rappelle depuis 2006 que le gouvernement du Québec parle d'une centaine de milliers de personnes, des postes à pourvoir. Et on parlait de 2006, qu'il y aura des centaines de milliers, 300, 400 000 postes à pourvoir. Puis qu'est-ce que le gouvernement a fait? Pas grand-chose pour régler le problème. Puis là, aujourd'hui, on est en train de nous dire, parce qu'on a besoin, parce qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre, parce que l'économie a besoin de main-d'œuvre, on est en train de chercher des gens de l'extérieur. Puis là, on est en train de les pointer du doigt. Ça n'a pas d'allure. Ça, c'est un bon point. Oui, ça, c'est très bien. Nous sommes tous des immigrants. Hein? Ouais. La seule différence, c'est quand nous sommes arrivés ici. Moi, personnellement, je suis québécois depuis le 1er janvier 1960. La date de ma naissance. Okay. Donc, donc peu importe quand tu es arrivé. C'est ça. Oui, c'est très important. L'essentiel, c'est de participer, c'est de s'impliquer. Oui. C'est de faire bouger la ville, travailler pour le développement de la ville. Donc, c'est capitaliser sur les valeurs. Parce que moi, je pense qu'il y a des valeurs qu'on a ici qu'on ne va pas trouver nulle part ailleurs. Effectivement. Voyez-vous, Puis, parlant de développement de la ville, on va aller sur la question de mobilité. Ça devient de plus en plus difficile de circuler à Montréal. Plusieurs personnes pensent qu'on livre une guerre aux automobilistes. Dans un contexte de changement climatique, j'aimerais vous entendre, M. Poitier, M. Salem, sur votre vision par rapport à la vision d'ensemble Montréal sur la question de mobilité. Je vais lancer un appel aux militants pour contribuer, parce que nous allons d'ici l'année prochaine, il y aura des thèmes, des rencontres dans la commission politique où on va parler de mobilité, et j'aimerais que les Montréalais et Montréalaises prennent le temps de venir puis discuter de cette question, parce qu'il n'y a pas un parti politique qui a toute la solution. Mais je vais juste revenir sur un point. Vous vous rappelez qu'on a parlé d'une ligne rose à un moment donné. Je me demande, elle est où la ligne rose aujourd'hui? On a parlé de PSE, le projet structurant de l'Est. Puis aujourd'hui, le projet, il était à 36 milliards. Puis là, après, on est arrivé avec un tramway à 18 milliards. Le problème que nous avons, c'est que on n'a pas une vision claire en mobilité. Et veut pas, ça prend une vision claire en fonction du besoin des gens. On ne peut pas juste aller donner des bonbons politiques avec le transport. C'est malheureux à dire, mais c'est ce qui existe actuellement. Dans l'ouest de la ville, on a été capable, en un mandat, de mettre en place une structure qui va coûter 7,5 milliards, qui a contribué à l'économie du Québec, qui va transformer complètement la ville. Pourquoi on n'a pas réussi à mettre un truc dans l'Est? Dans l'Est, oui. Un REM dans l'Est. Pourquoi? Parce qu'on a joué beaucoup de politique. Et encore une fois, la mairesse siège sur le conseil d'administration de la RTM. Pourquoi elle n'a pas défendu sa ville? Pourquoi elle a donné 880 millions de dollars pour un tramway à Québec? De l'argent destiné à Montréal. Destiné à Montréal. 880 millions qui ont été envoyés à Québec. Au nom de quoi? Au nom du transport en commun à Québec. Qu'est-ce qu'on a reçu en contrepartie ici à Montréal? Pas grand-chose. On a le seul projet qui existe actuellement, c'est le REM de l'Ouest. C'est le REM que nous avions mis nous-mêmes quand j'étais moi au pouvoir, responsable du transport. J'ai contribué à mettre en place ce REM là où il est aujourd'hui. Mais il n'y a pas d'autre chose, on n'a pas d'autres projets qui sont là. Il y a le prolongement de la ligne bleue, ça fait depuis 1979 qu'on en parle. Puis là, aujourd'hui, au moins, on était supposé l'avoir en 2026, là c'est rendu 2031, 2032. Donc, au moins, il est là en construction, mais ce n'est pas quelque chose qui a déjà été planifié par l'administration actuelle. C'est quelque chose qu'elle a hérité, puis l'ancien gouvernement, il l'a mis en place. Le SRBP 9, j'ai moi-même contribué et poussé à avoir le SRBP 9 quand on était au pouvoir. Aujourd'hui, qui nous disent c'est quoi le bilan de cette administration au niveau de la mobilité, et à part les pistes cyclables, parce que oui, ils ont changé beaucoup la ville avec des pistes cyclables, mais à part la piste cyclable, il n'y a pas grand-chose qui a été fait.
Puis c'est pas qu'on n'a pas fait des pistes cyclables. Quand j'étais au transport, j'en ai fait 220 km de pistes cyclables à la ville. C'est l'administration qui a fait le plus pendant son mandat. À la différence de l'administration actuelle, on forçait pas les gens à l'accepter. On cheminait avec les gens, on consultait les gens. Et c'est ça qu'il faut faire. On n'est pas contre les pistes cyclables, on est contre cette façon de vraiment forcer, de l'imposer et de le forcer. Ça prend du temps, cheminer avec les gens. Tout changement, ça prend du temps pour un changement, mais ça prend aussi, il faut prendre ce temps-là par les élus municipaux pour cheminer et aller vraiment sur le plancher des vaches, comme on dit, pour qu'on puisse au moins les faire accepter ce changement et qu'ils l'adoptent et l'adaptent. Ouais. Pour moi, la solution se trouve dans la cohabitation. Donc, tous les moyens de transport sont valables. Et puis, il faut regarder où est-ce qu'on peut implanter une solution qui fait du sens dans l'arrondissement. Donc, on ne peut pas, comme on regarde, on sait dans le plateau, les vélos sont très, très populaires. Oui. Ça fonctionne très, très bien pour le plateau. Mais ça ne veut pas dire que ça va fonctionner aussi bien dans d'autres arrondissements. Donc, on ne peut pas prendre une stratégie et puis la déployer partout. Donc, il faut s'adapter à la réalité des citoyens, s'adapter à la zones. C'est exactement ça. Ouais. Et puis, c'est là-dessus où est-ce que... donc, mon mot d'ordre, si vous voulez, à la commission politique, quand on va commencer à parler de la mobilité, c'est de regarder comment est-ce qu'on peut habiter ensemble. Et tous les moyens de transport sont importants selon le contexte familial, selon le contexte du besoin d'arrondissement, selon le contexte des affaires dans les arrondissements. Donc, il faut regarder tout ça ensemble pour arriver à une solution qui fait du sens. Oui, absolument. Mais moi, je ne sais pas si tu veux y aller, mais moi, je vais faire une sorte de récapitulatif. Chantier mal planifié, installation d'un site d'injection et d'inhalation près d'une école primaire, saleté dans la ville, guerre aux automobilistes, on peut dire aussi aux commerçants, avec tout ce qui s'est passé sur la rue Peel. Avec une élection d'ensemble Montréal en novembre 2025, quelle serait l'image de Montréal avec Ensemble Montréal? Parce qu'on sait que vous allez hériter d'une ville qui a beaucoup d'enjeux. Moi, je veux savoir, est-ce que vous êtes prêts pour ce héritage? Puis, qu'est-ce que vous allez apporter ou améliorer pour que moi, en tant que Montréalais, je continue à être fière d'être Montréalaise? On veut rêver. Moi, je veux rêver. Présentement, là, je veux rêver. Parce que je dis, en 2025, Ensemble Montréal au pouvoir, qu'est-ce qui va changer? Puis comment va être Montréal? Pour moi, c'est une renaissance. C'est une très belle opportunité pour nous de reprendre Montréal, une renaissance et puis rapporter Montréal à la gloire. Redonner Montréal aux citoyens. Ça, c'est fort. Ouais, donc, pour moi, c'est la renaissance. Et puis, selon moi, la prochaine élection municipale, c'est probablement l'élection la plus importante dans l'histoire de Montréal. Oui, ça va être très important parce que tous les yeux sont, avec tous ces enjeux-là, tous les yeux sont braqués sur Ensemble Montréal qui, présentement, vous allez avoir une course à la chefferie parce que c'est monsieur Salem qui est chef intérimaire. Mais moi aussi, en tant que citoyenne, j'ai les yeux braqués aussi sur les élections. Moi, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer parce qu'on sait que ce qui s'est passé en 2021, Madame Plante a gagné, c'était pas une grande victoire si impressionnante que ça. Mais là, en 2025, on a besoin j'ai parlé avec une citoyenne qui elle m'a dit, il n'y a pas de cheval de bataille présentement en face de l'administration en place. Mais ça, c'est normal. Parce que nous sommes dans un mandat. Et dans un mandat, la place de l'opposition n'est pas aussi grand que pendant une campagne électorale. Une campagne électorale, le temps d'antenne est donné à tout le monde pareil. C'est ça. Et c'est là où nous, en tant que parti politique, nous devrons imposer notre agenda. Et c'est ça exactement ce que nous allons faire. Au niveau des idées, les débats d'idées, encore une fois, on a encore une année pour préparer notre plateforme. Et on veut que cette plateforme ressemble aux Montréalais des différents quartiers. Carmine l'a dit, on a 19 quartiers à Montréal. On a 19 arrondissements qui ne sont pas pareils. Ce n'est pas un one size fits all au niveau de la ville. Donc, on veut que chaque district, chaque arrondissement
qui soient représentés dans des comités d'action locale, qu'on amène ces idées, qu'on brasse ces idées, qu'on sorte les meilleures idées et qu'on sorte avec une plateforme qui répond aux besoins des Montréalais et qui ressemble à ces Montréalais, parce que c'est eux qui l'ont fait. Oui. Donc, c'est un peu ça qu'on veut créer d'ici 2020. C'est exactement ce que j'allais dire. Nous avons tous et chacun un rôle à jouer. Nous, comme formation politique, c'est notre responsabilité en premier lieu, c'est de sortir avec une plateforme qui fait rêver les gens pour voter pour nous. Mais cette plateforme, elle provient des gens. Donc, l'implication des gens qui deviennent membres du parti, participent dans la vie associative locale, participent dans la commission politique pour apporter leurs idées, débattre les idées, les voter. Ça va devenir, ils vont faire partie de notre plateforme. Et puis, l'autre élément qui est très, très, très important, je sais que c'est pas tout le monde qui a le temps pour participer à être militant ou militante, mais à la fin de la journée, vous avez une responsabilité, c'est d'aller voter. Sortez et allez voter. Absolument. C'est le minimum que vous pouvez faire, c'est sortez et allez voter. Oui. Et votez pas des personnes, mais votez des projets. Votez des projets, puis certainement il y a des personnes qui vont porter ces projets-là. C'est certain. Oui, excellent. Absolument. Alors, on est presque arrivé à la fin de l'émission, mais je peux ne pas vous poser cette question, évidemment. À vous entendre parler, je peux comprendre que vous croyez dans l'égalité des chances, dans l'équité. C'est la même chance pour tout le monde. Mais écoute, dans l'actualité du Québec, pendant longtemps déjà, on parle du racisme systémique. Est-ce que vous croyez ici à Québec que tout le monde, toutes les communautés n'ont pas la même chance, que ce soit en emploi ou... si vous voulez, au sein de la communauté, est-ce que vous croyez en ça? Moi, je crois à une chose qui est importante. Je crois que la personne doit s'imposer, quoi qu'il arrive. Nous sommes tous des humains. Puis aujourd'hui, oui, il y a eu des phases de profilage racial, il y a eu des phases de racisme systémique. Puis on voit encore des problématiques qui existent actuellement au niveau de la ville. On ne va jamais nier ça. Mais il faut mettre tous les outils que nous avons pour vraiment surmonter ça. Ça, c'est du côté de la ville. Mais il faut aussi que la personne qui est en train de subir se mette debout, parce qu'aujourd'hui, c'est en bout de ligne. Nous sommes dans un pays qui respecte les droits humains. Nous sommes dans un pays où il y a une égalité, une vraie égalité des chances. Nous ne sommes pas dans des pays autocratiques. Donc, il faut que chaque personne se mette debout et il faut que, par communauté, par personne, qu'on puisse au moins tous ensemble combattre, oui, mais prendre notre place dans cette ville. Oui, excellent. Absolument, merci. Moi, je pense que le goût a été dit, mais cerise sur le gâteau. Hein. Oui, le goût a été dit, mais je vais donner un dernier mot à M. Salem. Oui, mais juste avant le dernier mot, juste avant le dernier mot. Quand je le dis, cerise sur le gâteau. Oui, cerise, ok, tu as une autre question. C'est quoi le rapport que vous avez présentement avec Denis Coderre? Parce que je sais que pendant longtemps, il a été, si vous voulez, dans le mouvement Ensemble Montréal. Est-ce qu'il a une certaine influence dans ce que vous faites présentement ou, Non, Denis, aujourd'hui, il est rendu au Québec, au niveau provincial. Moi, je salue toute personne qui s'implique en politique. Je pense que Denis, il a donné déjà beaucoup pendant toute sa vie politique. Je salue son implication, comme je salue toute implication politique de toute personne. Aujourd'hui, il est dans la course à la chefferie au niveau provincial. Je vais lui souhaiter bonne chance pour la suite des choses, tout comme à tous les candidats qui se présentent. Encore une fois, la chose politique, c'est très exigeant, puis c'est pas tout le monde, c'est une vocation. C'est pas tout le monde qui est fait pour être là. Donc, je vais lui souhaiter certainement bonne chance dans cette course. Excellent. À toi, Chadine. Oui, comme j'ai dit, moi, ce qui m'intéresse vraiment, je regarde déjà les élections en novembre 2025. Puis, M. Salem, j'aimerais que vous ayez un dernier mot aux Montréalais, Montréalaises qui vont écouter cette émission qui va être relayée sur divers médias sociaux tels que Facebook, Instagram, TikTok, YouTube et ça. Un dernier mot pour leur inciter à aller voter, à sortir en novembre 2025 puis à faire le bon choix.
Avant de sortir en 2025, je vais leur demander d'adhérer au parti Ensemble Montréal. C'est parfait. Parce que pendant cette année, nous sommes en train de construire ce parti. Ouais. Puis pendant cette année, nous allons faire des rencontres entre nous avec des bonnes idées. On va vraiment embrasser des idées. Ouais. On va trouver des consensus. Parce que pour moi, la politique, c'est l'art du consensus. Ouais. On va trouver des consensus avec les gens. On veut que les gens s'impliquent en politique dès maintenant, qu'ils choisissent qui ils veulent pour la prochaine campagne électorale et qu'on aille tous ensemble en 2025 vers un gain, parce que l'exercice il sera fait avant. Donc pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, allez sur le site d'Ensemble Montréal, inscrivez-vous comme membre au parti, puis dites-nous que vous voulez vous impliquer comme bénévole. Nous avons de la place pour tout le monde dans ce parti-là. C'est ça. Merci beaucoup, monsieur. Regarde, je sais comment vous remercier. Merci d'avoir voulu jouer le jeu avec nous. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci pour l'opportunité. De vouloir vendre la marchandise. Moi, je pense que, comme on n'a pas cessé de le dire, si vous ne voulez pas de la politique va vouloir de vous. Absolument. Et la politique va frapper à votre porte parce que les politiques décident sur tout ce qui se fait, tout ce qui vous concerne. Ça vous impacte de partout. Surtout au municipal, oui. Parce que c'est la politique de proximité. Exactement. Donc ça, exactement. Ça implique, c'est dans le quotidien de chaque personne qui habite Montréal. C'est ça. Donc, mesdames, messieurs, c'est ça, c'est la fin. Avec un bulletin de vote, vous avez pu comprendre qu'est-ce que vous avez comme pouvoir. Vous avez comme une sorte de droit de veto, si vous voulez. Donc, vous pouvez élire parce qu'il y a des candidats qui sont arrivés à la mairie avec une différence, très peu de voix, si vous voulez, 2-3 voix. Donc, c'est important de vous impliquer, c'est important de voter, c'est important de participer dans les réunions, c'est important aussi d'adhérer à des partis politiques comme Ensemble Montréal, dépendamment de votre valeur, de ce que vous croyez, justement. Alors, merci à tous et à toutes d'avoir été avec nous. On vous donne rendez-vous semaine prochaine. Encore une fois, je remercie M. Salem, je remercie M. Polici et Charline. Ça a été un plaisir de partager le micro avec vous. Merci. Et je remercie aussi votre directrice de communication qui est là. Et merci à Brice Lee qui fait un travail monstre au niveau de la réalisation. On vous donne rendez-vous semaine prochaine pour une autre édition de votre émission Rendez-vous politique. À la prochaine. Bye.